La collection présentée au château de Champs-sur-Marne a été rassemblée sur 2 générations par Louis Quin d'Anvers et son fils Charles Quin d'Anvers. Elle a plusieurs provenances. Principalement, ce sont des achats qu'ils ont effectués soit auprès de marchands parisiens ou même italiens, soit auprès de maisons de vente, principalement Drouot à l'époque déjà, où ils avaient l'habitude de se rendre. L'ensemble de la collection a été vendu par Charles Quin d'Anvers à l'État en 1935, juste après avoir fait don du château à l'État. Au départ, Charles Quin d'Anvers ne souhaitait pas se défaire de la collection de meubles, il pensait partir avec après avoir donné le château à l'État. Et puis finalement, sur les conseils d'amis conservateurs de musées, il a consenti à la vendre à l'État pour qu'elle reste associée au château. Nous sommes ici au château de Champs-sur-Marne, dans lequel j'ai mené avec une équipe de 20 personnes un chantier de conservation et d'installation des collections. Notre travail dans le domaine de la conservation-restauration consiste en un dépoussiérage de l'ensemble des collections et des traitements, des interventions minimales d'urgence, c'est-à-dire des petits refixages, des collages, des consolidations. Voilà, tout ce qui menace de se dégrader rapidement et peut être traité avec les moyens qu'on a dans le cadre de ce chantier. Après, notre chantier, comme il est en simultané avec le chantier sur le bâti, se déroule à la fois dans l'Algeco et à la fois dans le château, puisque l'installation, l'ouverture du château approchant, il faut que les collections soient prêtes à être mises en place au moment de l'ouverture et que donc en même temps que les travaux. Du coup, certains restaurateurs travaillent in situ dans les pièces du château. Nous travaillons avec des restaurateurs de textiles, de mobilier, de peinture, d'objets d'art céramiques et verre et de métaux. On avait une partie de l'équipe constituée de régisseurs pour assurer tous ces mouvements, à la fois vers les destinations finales de stockage ou d'exposition des collections et à la fois vers le lieu de traitement des collections pour qu'ils puissent être traités par les restaurateurs. Donc là, on a du stockage en attente. Voilà, là c'est tout ce qui est encore à traiter à partir d'ici. Là, c'est des choses qu'on ne traite pas. Ça, je ne sais pas du tout pouvoir, parce que c'est une chose qu'ils ont en retour. C'est en chinois, oui, c'est en chinois. C'est ça. Alors, est-ce qu'il faut prendre à deux ou... Ouais. Ah oui, non, ça va. Ça va aller? Oui. Ouais, c'est parti, je te déporte. Par contre, il faut bien que tu sois devant. Ouais, voilà. Comme ça, c'est cuit. Attention. Oui, c'est là que je vais reposer là, moi. Je vais enlever. Très puissant. C'est assez bizarre. Ah, il met des petites pattes. Donc là, je suis en train de travailler sur une jardinière qui est empoussiérée et encrassée. Donc après un dépoussiérage fin au pinceau, maintenant je vais passer à un décrassage avec un mélange d'eau et de tensioactif. Et le tout sera ensuite rincé au coton. Et la céramique pourra retrouver sa place dans les salles. Ouais, on peut voir ce qu'il y a. Tu veux venir avec nous pour voir? Pour faire un coup d'œil, allez. la place. Ça, c'est le numéro d'inventaire que je récupère. Et ça, c'est la localisation future
en verre. Là, je suis en train de noter le numéro d'inventaire ancien. Donc c'est le CHS qui est inscrit sous l'objet. Je marque aussi le nouveau numéro. Parce que tout ce que je marque là, après on va le rentrer dans la base de données qui est sur l'ordinateur. 47,5. Et la longueur. Pareil, la longueur maximum. 56,5. ,9 kg. Typologie objet d'art. Et après le constat d'état, donc l'état de conservation, bon, c'est assez succinct. Donc là par exemple c'est empoussiéré et encrassé. Comme il y a du métal, je regarde si je vois pas de corrosion active. Voilà, donc il y a des taches sur le miroir, je connais ces taches, mais a priori c'est tout quelques rayures, mais rien de très dangereux. Donc le degré d'urgence pour cet objet, c'est, on va dire, il n'est pas en danger à court terme. Donc c'est plutôt, je vais mettre le numéro 3-4, c'est-à-dire les interventions que je vais faire, c'est plutôt esthétique. On va recoller toutes les parties qui seraient susceptibles d'être arrachées au moment d'un entretien ou d'une manipulation. Donc tout ce qui tient en place mais qui n'est pas bien collé. Si je le mets là, ça me paraît bizarre, tu vois ça. Et il irait pas plutôt... Tu vois, il est pas arrondi. Oui. Il irait pas plutôt là. de l'autre côté. Non, tu vois. Et je l'ai, ça y est. Après, souvent, ce qui est intéressant, justement, quand on laisse la colle qui est sur le bois, c'est que ça fait un peu comme un scratch. Voilà, ça s'ajuste, ça cherche les aspérités, ça se positionne. Après, là, ce pourquoi je trouvais qu'il allait pas ici, parce qu'en fait, tu vois, ici, il est fort droit. Alors que quand les angles, ils sont arrondis en général. Et en fait, là, comme il dépasse, forcément, comme il est droit, il vient en buter sur un autre. Sinon, avec le ponçage, il aurait été complètement arrondi. Après, tu as le dessin du plaquage qui joue aussi. Enfin, il y a plein de choses. La couleur. Parce que des fois, tu as des zones qui vieillissent différemment d'autres. Donc, tu n'as plus la même couleur. Donc, tu dis, ah bah non, ça va pas là. Sur des pieds galbés comme ça, en général, après les collages, c'est beaucoup plus... Il faut des cales adaptées, il faut plein de choses, quoi. Là, sur des petits morceaux, ça va encore, quoi, mais on est dans les limites. On est dans l'intervention d'urgence. Là, j'ai mis de l'eau et de l'éthanol, un mélange 50-50 eau-éthanol sur mon coton. Donc déjà, ça sert à... Ça retire la saleté, en fait, ça solubilise la saleté. Et puis le coton a une action abrasive, on va dire, qui capte la saleté. On est obligé de revenir plusieurs fois sur une même zone. Là, ça continue, un peu moins. Et bon, là, c'est encore assez rapide à faire parce qu'on est sur le miroir. Ce qui est très long, après, c'est le métal à nettoyer, à décrasser. C'est très très long. C'est des surtouts de table avec des miroirs. Donc, je ne sais pas ce qu'on devait poser dessus. Il y a quelqu'un qui a dit que peut-être qu'on posait des chandeliers dessus. Donc, ce qui explique que c'est, je sais pas, ça aurait pu beaucoup noircir avec la suie. Bon, après, c'est une hypothèse. Alors l'idéal, tu vois, dans les serrages, c'est d'avoir plusieurs interfaces. Ici, tu as un milliminex qui est directement en contact avec le bois pour éviter que la colle colle sur ta cale. Souvent, il est siliconé, donc c'est le côté qui adhère pas, ça adhère pas avec l'adhésif. Ici, tu as un liège qui vient
qui vient épouser en fait la forme, parce que c'est pas des plans complètement plats en fait. Ici tu as un pied galbé, donc t'as une forme. Donc sous le serrage en fait il épouse la forme du pied, enfin là sur cette partie là, et plus tu serres loin, plus tu as besoin d'une cale qui épouse ta forme, et à ce moment là tu cherches des interfaces différentes. Et puis après tu as le bois qui lui vient contraindre de façon forte. Alors dans les interfaces ici tu as du liège, mais tu peux utiliser aussi et mettre en forme ça c'est de l'isorel mou par exemple. Donc là il est en fine épaisseur, mais ça peut être plus épais. Exemple là, voilà. Et ici tu peux faire venir en forme, et puis venir mettre une forme pour pouvoir plaquer un maximum, et toujours après tu as ton élément de bois qui vient de faire une interface dure, et tu peux serrer et plaquer. Le but étant que dans ton serrage, tes cales épousent au maximum la forme de ce que tu veux coller. En fait, ça favorise l'ancrage mécanique des éléments. Il y a plein d'adhésifs différents qui existent pour le bois. Maintenant, après, tu les choisis en fonction de plein de facteurs et de paramètres différents. Qui peuvent être ton temps de collage, ton temps ouvert, suivant les résistances mécaniques que tu veux. Là, en restauration, on apprécie fort aussi la possibilité d'avoir une colle réversible, ça veut dire pouvoir décoller les éléments, puisqu'il y a des colles qui dans le temps deviennent irréversibles, dans le sens où si tu essayes de décoller un élément, tu peux plus, alors ou au péril de l'objet. Comme on est tous un peu sur des chantiers différents, c'est un peu dur d'avoir toujours le matériel sur tous les chantiers, à part avoir des caisses de transport tout le temps. Et on demande beaucoup d'anticipation. Alors on voit que je suis en train de récupérer encore un peu. Donc je vais au maximum et je veux le rendre en tout cas acceptable esthétiquement. Bon voilà, là c'est encore sale, mais c'est déjà mieux qu'au début. Et là je peux passer un petit coup de chamoisine. Bon, c'est quand même mieux. La porte? Là, ici, derrière. Ah oui, oui, bah, elle est complètement fendue même à l'intérieur. Okay. Celui-là, j'ai pu le replacer parce que c'est exactement, tu vois, le positif et le négatif des deux morceaux qui jointaient. Celui-là, par contre, comme il devait être au centre de cette partie-là, oui, je ne peux pas le repasser. Il faut donc mettre un peu partout. Quoi. Voilà, donc on va faire le choix de le laisser dans un plastique dans le meuble parce qu'on ne va pas le recoller n'importe où. Quoi. Donc là, on peut coller au scotch parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'une pression importante. Sinon, on ferait au serre-joint en prenant un grand serre-joint. Mais là, en fait, comme ils sont déjà bien appliqués... On continue. Ça, c'est toutes les photos inventaire général. En fait. Chaque objet a réellement un parcours spécifique. Il peut être dans la pièce qui sera sa future pièce d'exposition. Il peut être dans des sous-sols, dans des greniers. On a un registre qui authentifie tous les objets, on va dire, tous les mobiliers, tableaux compris, qui seront exposés. Après, c'est à nous de les retrouver. Et sachant que la problématique qu'on a ici, c'est qu'il n'y a pas de réserve en soi. C'est pas considéré comme un musée, justement, avec des réserves précises. Donc tout est localisé à différents endroits. Donc il y a énormément de mouvements.
Parce qu'en même temps que nous, on installe, il y a des traitements qui sont liés au mur, par rapport à des dépoussiérages, des traitements des sols, et en même temps, tout ce qui est lié à la restauration du château en lui-même. Et donc, c'est beaucoup de jonglage entre des pièces qui viennent des communs, des greniers, qui sont réintégrées, les greniers d'ici, les pièces finales. Et donc, pour l'instant, on en est vraiment qu'à l'ébauche de la remise en place, en suivant à chaque fois les possibilités qu'offrent les pièces. Après, donc, est venu se greffer aussi là-dessus, le fait qu'on a vu dans le traitement des objets qu'il y avait des objets qui étaient infectés. Donc du coup, il y a différents lots qui ont intégré un parcours via une congélation, qui font que ces objets qui ont été traités, qui ont été remis en place, qui vont réintégrer aussi le parcours de réfrigération et qui vont être remis. Donc ces objets-là complètement emballés pour pas que ça contamine le reste des mobiliers. Donc l'autre, par contre, on l'a rempli. Hein, d'accord, c'est bien. La congélation donc, est une des méthodes qu'on utilise aussi dans le domaine patrimonial pour traiter des objets qui sont infestés, qui ont un problème d'insectes, qui sont attaqués par des insectes. Enfin, c'est une des méthodes qu'on utilise. Il y a d'autres méthodes comme l'anoxie ou des méthodes chimiques aussi éventuellement, ou des radiations. Donc il y a eu des études qui ont été faites par de professeurs Georges Chauvin et M. Vanier et qui montrent, donc quand on soumet un insecte à un abaissement de température, on voit donc lorsque la température extérieure s'abaisse, la température à l'intérieur du corps de l'insecte diminue aussi. À un certain moment, on s'aperçoit qu'il y a une petite remontée en température, puis un abaissement. En fait, cette remontée en température correspond au point de chaleur latente de cristallisation. C'est le point d'apparition du premier cristal de glace qui est vraiment caractéristique de l'espèce et de son stade de développement. Donc, par ces moyens-là, on a pu donc déterminer le point, la température d'abaissement cryoscopique qui va tuer les insectes. Voilà. Les points sur lesquels on travaille, c'est de s'assurer que l'exposition des matériaux, des objets à cette température-là n'ont pas d'effet néfaste sur les matériaux eux-mêmes. D'une manière générale, quand on fait donc, des méthodes par la congélation, c'est des méthodes qui sont utilisées maintenant depuis de nombreuses années par nos collègues anglo-saxons et on descend à des températures inférieures à moins 25 degrés. Ces sondes-là nous permettent, bon, souvent on les met à l'intérieur par exemple d'un tapis qui est roulé, ça nous permet donc de s'assurer qu'on est bien descendu à ces températures létales et que notre traitement va être efficace. Ouais, on s'emballe, hein. On se prend de la mousse et tout. Puisque le principe du chantier visait à restaurer, enfin effectuer les petites restaurations d'urgence, telles que des refixages, consolidations, évidemment le dépoussiérage de l'ensemble de la collection. Mais de nombreux objets avaient besoin d'une restauration plus approfondie, que ce soit en temps ou en intervention, en type d'intervention. C'était notamment le cas des ensembles de sièges dont les tissus de couverture avaient été changés au cours des décennies, surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, et qui devaient retrouver, pour restituer les ensembles décoratifs, leur tissu d'origine de l'époque des quints d'Anvers, donc des années 30, période de la donation. C'est également le cas des textiles anciens qui devaient subir une restauration puisque certains sièges conservaient leur garniture d'origine, notamment un grand canapé en velours frappé rouge qui conservait son tissu d'origine enfin, du début du XXe siècle, qu'on retrouve sur plusieurs sièges à champs, et qui ne pouvaient pas entrer uniquement dans le cadre du chantier puisque les interventions étaient trop importantes. En revanche, ce siège a bénéficié de la régie d'œuvre assurée par les équipes du chantier, puisque ce siège était conservé au deuxième étage du bâtiment des communs du château et ne pouvait plus passer par la porte à l'escalier et devait être sorti par la lucarne sous les toits.
Ah oui, on a fait les chutes dans la plus grande longueur s'il fallait visser. Ouais, c'est bien. C'est un peu gros ça. C'est juste en mettre une de chaque côté pour pas que ça arrive. Je sais pas comment tu le vois là, José. On la passe et on juste qu'on fait un. Passe là dans le crochet sinon. Dans le crochet aussi. C'est bon. Non, ça va aller là. Tout doucement. Vas-y, va. C'est bon? Ouais. Vas-y. On passe, ça allait. Voilà, donc c'était une opération un peu périlleuse et ensuite les restaurateurs chargés de travailler sur les textiles ont pu enlever l'objet et assurer le travail en atelier. Voilà, à la différence de l'ensemble de la collection traitée dans le chantier qui était traitée dans un Adgeco aménagé dans la cour du château. Ouais, tout droit. Voilà. Voilà, nous on va tourner. Un objet, en gros, on l'amène vers l'espace où il va être, mais c'est vraiment qu'en dernier lieu que tout est fini. C'est vraiment dans les derniers jours que tout peut s'agencer. Un peu plus à droite. Alors il y a deux bases pour le remeublement du château. La première, c'est l'inventaire qui a été dressé du contenu des pièces en 1935. Donc on sait précisément quels objets étaient dans la pièce. D'autre part, chaque meuble a un numéro d'inventaire qui a été apposé en 1935 toujours, qui nous indique qu'il figurait bien dans cette pièce-là, qui nous permet de l'identifier par rapport à l'inventaire. Et surtout, l'élément qui, pour nous, est capital, ce sont les photos anciennes, comme celle-ci, qui date de 1914, par exemple, qui nous aident à resituer chaque meuble à son bon emplacement et de le remettre au bon endroit. Donc après, ce qui préside aux emplacements des meubles, c'est la logique, tout simplement, de la façon de vivre à l'époque. Qu'est-ce qui paraît le plus évident de mettre un fauteuil à côté du bureau, un canapé à côté de la cheminée, puisque c'était plus agréable, plus confortable, une table à jeu entre deux chaises, voilà, ce genre de choses, une question de logique tout simplement qui nous guide dans le réameublement. Cette cohabitation de styles hétéroclites, que ce soit Louis XV, Louis XVI, Régence, Louis XIV, parfois même du XIXe siècle, ou même des meubles complètement contemporains des Caïns d'Anvers, est typique de cette époque où on marie un peu tous les styles pour tenter d'avoir quelque chose d'harmonieux qui s'en dégage, et un côté très éclectique qui est hérité finalement du Second Empire, qui n'est pas si loin que ça dans le temps pour les Caïns d'Anvers. Par exemple, pour les sièges qui avaient gardé leur tissu d'époque Caïns d'Anvers, on a choisi de conserver ces tissus, bien sûr de ne pas les retisser à neuf, pour garder l'intégrité de l'objet. Il y a aussi des meubles qui sont présentés dans des pièces dans lesquelles ils n'ont vraisemblablement rien à faire. C'est le cas de ce bureau à cylindre qui est dans un salon de réception. On s'attendrait à le voir présenté dans un bureau. C'était le choix des Caïns d'Anvers de montrer de très beaux meubles du XVIIIe siècle dans les pièces de réception pour les montrer à leurs invités. Donc c'est aussi ce côté-là qui est assez atypique et qu'on n'a plus l'habitude de voir d'habitude et que l'on essaye de restituer dans ce château.